remercier Monsieur Duplessis pour cette intervention qui était remarquable. Donc ce que je retiens en fait de l'intervention de Monsieur Duplessis, c'est que le vivre ensemble, c'est pas facile à mettre en place, qu'il y a malheureusement beaucoup de difficultés au sein de la société. Il y a des conditions économiques aujourd'hui qui effectivement ressortent de cette enquête, la crise économique. Ce que j'ai retenu aussi, c'est la peur de l'autre. Je pense que ça, c'est très très important. Il y a le danger ou le pseudo-danger qui existe peut-être, mais il y a surtout le ressenti, et il a aussi souligné effectivement que le ressenti, c'est pas forcément la réalité, et malheureusement, ça, c'est quelque chose avec lequel on doit composer et sur lequel on doit travailler. Et enfin, je note aussi le mot-clé respect. Je pense que le mot-clé respect, c'est quelque chose de très très important. Donc, pour le vivre ensemble, développons tous ensemble le respect, les valeurs de la citoyenneté, et ça, je suis content d'entendre parce qu'effectivement, c'est un des principaux thèmes de COGEP, le respect des religions, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, bien sûr. Donc, je vous remercie, M. Duplessis. Et donc, je vous propose, je vais vous présenter M. Doudou Diène à ma droite, qui a été en fait, jusqu'en 2002, il a été le directeur du département interreligieux et interculturel à l'UNESCO. Ensuite, il a pris le rôle de rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme et de xénophobie entre 2002 et 2008. Aujourd'hui, il a plusieurs casquettes, je vais vous en citer deux seulement. Il est expert indépendant à l'ONU sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il est ici présent en fait parce qu'il a une intervention à faire lundi, c'est ça, après-demain, à Genève, à l'ONU. Il a encore une autre casquette qui est, et ça va rejoindre une des citations de M. Duplessis, il est vice-président de l'Institut international de la politique et de la civilisation d'Edgar Morin. Voilà. Donc, comme quoi on se retrouve. Le COGEP a permis de faire retrouver ces deux hommes. Donc, il a travaillé sur une dizaine de rapports internationaux, donc sur tous les continents, et il a une très bonne connaissance des différentes phobies dans son ensemble, et entre autres religieuses. Et aussi, je dois dire qu'il a acté donc sur le dialogue interreligieux, et il va nous faire donc une présentation de ses travaux, de ce qu'il entend par phobie religieuse, et quelles sont éventuellement les pistes de solutions. Voilà. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le son est clair ou bien je prends. Ça va. Ça marche. C'est bon. Très bien. Celui du maire ne marche pas, mais le maire marche. Alors, merci de m'avoir invité d'abord. D'abord, je voulais remercier le maire d'être venu parce que, bon, comme notre président l'a dit, moi, la scène sur laquelle je travaille, c'est le monde, donc je bouge beaucoup. Et je sais qu'un des critères ou un des signes qu'une société fait face à l'enjeu que nous débattons aujourd'hui, c'est la manière dont les élus ou les responsables politiques et locaux assument ces questions, mais assument d'abord par leur présence. La présence est très importante. Et donc, votre présence aujourd'hui, je pense, c'est un message fort. Peut-être plus fort que ce que vous avez dit. Et donc, félicitations pour ça. Alors, je vais commencer d'abord par essayer de voir un peu de quoi nous parlons. Parce que ce qu'on nous a proposé, c'est le vivre ensemble sans phobie religieuse. Bon, vivre ensemble. Apparemment, ça a l'air clair. Et ça devrait l'être. Dans un pays où je suis souvent invité à faire des conférences, dans une région ou un pays, la Réunion, ils disent mettre ensemble. Mettre ensemble. Ils ne disent pas vivre ensemble, ils disent mettre ensemble. Parce que vivre ensemble, mettre ensemble, il y a une connotation beaucoup plus active. Mettre ensemble ce qui est différent, ce qui est opposé, ce qui peut l'être. Donc là aussi, il faut essayer de clarifier ce dont nous parlons. Ensuite, dans le titre de notre rencontre d'aujourd'hui, il y a le nom de phobie religieuse. Bon, là, sur les phobies religieuses,
on peut en débattre à l'infini, mais il y a deux choses à dire en préalable. Le premier, c'est que la haine du religieux ou la haine des pratiquants de religion, de quelque religion qu'elle soit, est une vieille affaire, une vieille histoire. Qu'il y a une profondeur historique. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date du moment où les religions sont nées. Parce que les religions sont nées avec chacune une identité singulière et spécifique. Et chacune était insérée dans des sociétés, dans des contextes politiques, dans des contextes de pouvoir, où rapidement le religieux a été très intimement lié au pouvoir. Et le religieux aussi a assumé à partir de là une identité. Et à partir du moment où le religieux, dont le message fondamental qui est la spiritualité, qui est universelle, qui englobe tous les autres, l'amour, l'égalité, assume un costume, une identité, nécessairement elle crée une tension avec l'autre religion. Donc ce dont nous parlons, c'est une vieille histoire. Mais ce qui la rend importante, et je vous félicite d'avoir pris ce thème aujourd'hui, c'est son actualité, son contexte actuel. Et c'est ça qui est le plus important pour nous aujourd'hui. Et que voit-on dans le contexte actuel? C'est que nous voyons que l'image, regardons simplement les médias, vous ouvrez la télévision, vous lisez les journaux, la télévision, vous voyez l'Irak, la Syrie, la Libye, mais vous voyez surtout l'enlèvement du couple de familles françaises au Cameroun par des groupes qui se prétendent religieux. Vous voyez au Pakistan, avant-hier, 50 ou 70 chiites tués comme ça. Ils allaient à un religieux. Vous regardez avant-hier, en Norvège, ici en Europe, un Norvégien blond, blanc, yeux bleus, bonne famille, se réveille un beau matin, prend son fusil, met une bombe dans les bâtiments du gouvernement à Oslo. Pays combien tolérant, des gens calmes, je connais bien. Et ensuite va dans une île où des jeunes socialistes faisaient un séminaire d'été, des rencontres, et se met à les tuer un par un. Ils se sont tués. Donc ce dont nous parlons est une affaire grave actuellement. Donc je voulais d'abord souligner la gravité du sujet. Alors, mais il ne suffit pas seulement de souligner la gravité et de s'indigner de la gravité. Il faut le souligner, il faut décrire cette gravité. Il faut s'indigner parce que c'est quelque chose de grave, de sérieux. Mais il faut essayer aussi de l'expliquer, essayer de trouver des réponses ou des éléments de réponse. Alors je pense que ce qu'il faudrait peut-être dire d'abord, c'est que le sujet actuel nous amène à parler du contexte d'une manière beaucoup plus précise. Le contexte actuel est caractérisé par différentes choses, mais moi je voudrais en souligner deux ou trois qui nous permettent d'avancer dans la réflexion, parce que nous n'allons pas donné de réponse finale, mais nous allons pousser la réflexion sur un thème complexe et lourd et qui nous concerne tous, quelle que soit notre religion et notre origine. Le premier élément du contexte, quand je prends le contexte français et européen, c'est qu'il y a une légitimation intellectuelle des phobies et de la diversité. Ce à quoi nous assistons depuis un certain nombre d'années, c'est le fait que le thème de la diversité, qui est un thème qui appartient à toutes les sociétés universelles, qu'on traduit actuellement par le multiculturalisme, c'est-à-dire le fait que dans un territoire national ou dans un cadre national se retrouvent des hommes et des femmes, des communautés marquées par la diversité des races, des religions, des cultures. Apparemment, cette simple réalité qui est... et c'est ça qu'il faut aussi préciser dans les mots dont nous parlons. Je suis de ceux qui sont critiques du concept de la diversité, monsieur le maire. Tout simplement parce que la diversité, pour moi, est un simple fait. Et c'est important de le définir comme un fait. C'est simplement le fait que nous sommes apparemment différents. Par la couleur, par la religion, par la culture. Comme dans un jardin, il y a les roses, il y a les bégonias, il y a différentes fleurs. Il y a cette diversité.
Et je vous rappelle que c'est lorsqu'au XIXe siècle, il y a eu des débats philosophiques et scientifiques sur la diversité des races et des espèces. C'était le grand thème de l'époque. C'est de ces débats que les discriminations et la hiérarchie des races et des espèces est née. Elle vient de là. Donc, ce que je voulais tout de suite proposer comme première idée sur la question que nous est posée, c'est de clarifier ce concept central qui est au cœur des tensions actuelles et des discriminations, cette notion de diversité. La diversité est un fait. Ce que nous devons faire, la diversité, c'est ça la question centrale. La diversité, on ne peut pas dire on va défendre la diversité. Mais l'extrême droite défend la diversité. Mais elle la hiérarchise. Les grandes théories racistes acceptent la diversité. Toutes leurs théories, les grandes théories racistes et les idéologies racistes, religieuses et autres, partent de la diversité. Mais ils font de la diversité une différence radicale. Et donc, ils hiérarchisent les religions, les races ou les cultures. Donc, c'est là que ma première proposition, c'est que pour clarifier notre discussion cet après-midi, je propose comme premier élément de réflexion, M. le maire, mesdames et messieurs, que nous partions de la diversité au pluralisme. La réponse à l'instrumentalisation de la diversité, qui est au cœur des phobies et qui est au cœur du vivre ensemble, c'est de transformer le fait de la diversité en valeur. La valeur, c'est le pluralisme. Le pluralisme, c'est la reconnaissance, le respect, la promotion de la diversité. Mais pas simplement la diversité comme simple fait. Donc ça, c'est une première idée. Et donc c'est une idée très importante à clarifier. Le deuxième, c'est qu'on assiste actuellement à une instrumentalisation politique de la diversité. La France est un exemple. Les plateformes politiques, moi j'ai fait plusieurs rapports pour l'ONU sur ça, j'ai fait des enquêtes aussi dans d'autres pays, du Japon au Brésil, à la Russie, etc. On assiste actuellement au fait que des plateformes politiques, depuis la fin de la guerre froide, depuis la fin de la dichotomie entre socialisme, communisme et capitalisme, le nouveau thème qui émerge, qui monte, c'est le thème du conflit des civilisations. C'est ce thème-là qui est apparu avec beaucoup de force après les attentats de New York en septembre 2001, thème qui a été théorisé avant les attentats par Huntington, qui a dit dans son gros livre, c'est un professeur de Harvard, qu'il y a une incompatibilité ontologique entre l'islam et l'Occident, et qu'il y aura une guerre et un conflit entre l'islam et l'Occident. Et il a fait un gros livre là-dessus. Bon, on peut en débattre, il faudrait une conférence pour le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que l'instrumentalisation politique et intellectuelle de la diversité est une des grandes questions actuelles. Alors, que faire de cette instrumentalisation politique? Ce que nous constatons, c'est que l'instrumentalisation politique de la diversité, le fait que dans une société, les gens sont différents, qu'on utilise cette différence comme plateforme politique, a un effet électoral réussi, M. le Président. Des hommes politiques ou des femmes politiques sont élus et des partis gagnent des voix en jouant sur cette instrumentalisation politique et sur ce que vous avez donné tout à l'heure comme indication, la peur fondamentale qui taraude les hommes et les femmes du temps présent, une peur très profonde que d'autres statistiques ont démontré. Donc, le deuxième idée que je propose, c'est qu'il va falloir désamorcer l'instrumentalisation politique de la diversité. Parce que c'est là que partent donc toutes les constructions qu'on connaît. Et désamorcer l'instrumentalisation politique de la diversité, religieuse, islam, christianisme ou judaïsme, ou ethnique, noir, arabe ou jaune, est un impératif actuellement. Alors, comment le faire? Il y a plusieurs manières de le faire. Mais je suggère deux idées à ce stade. La première idée, c'est très important de le ponctuer. Le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, la christianophobie, sur lequel j'ai fait des rapports pour les Nations Unies, sont toutes des constructions intellectuelles. Ce sont des constructions intellectuelles. Elles ne viennent pas du cosmos. Elles ont été élaborées. Quand vous prenez toutes les phobies
l'islamophobie, l'antisémitisme, la christianophobie, elles ne viennent pas comme ça d'un jour venant du ciel. Elles sont nées dans des contextes politiques et sociaux précis. Elles ont fait l'objet d'une construction idéologique à un moment donné précis et elles ont été utilisées toujours en dernière analyse pour le pouvoir. Donc, c'est très important parce que tous les idéologues du racisme veulent nous faire croire que le racisme et la différence sont des choses naturelles. Non, ce sont des constructions intellectuelles. Ce sont des intellectuels qui ont écrit, et il y a une masse énorme de travaux, en quoi le noir est inférieur au blanc, en quoi l'islam est lié à la violence, en quoi le christianisme est lié à la colonisation, en quoi le judaïsme est une menace pour l'identité d'un certain Occident. Il y a eu des constructions intellectuelles. Et donc, il faut déconstruire ces constructions intellectuelles. Et le montrer dès l'âge le plus jeune de ce que vous avez proposé, de l'éducation, que ce dont nous parlons, on peut l'expliquer, le déconstruire. Et que ça ne vient pas comme ça du hasard. Et que c'est toujours un outil pour le pouvoir. Alors, la deuxième idée que je suggère aussi, c'est l'universalité de la question des phobies. C'est-à-dire qu'il ne faut pas privilégier ou hiérarchiser les phobies. Hiérarchiser l'antisémitisme ou l'islamophobie ou la christianophobie, c'est une erreur fondamentale, c'est tomber dans le piège de ces constructions. Et donc, il faut universaliser et partir de deux idées que je suggère aussi comme troisième position. Un, que le combat contre les phobies nécessite à la fois la reconnaissance, et ça c'est un point important, du fait que chaque phobie, antisémitisme, islamophobie, christianophobie, racisme anti-noir, anti-arabe, anti-blanc, chacune d'elles a sa singularité, a son histoire spécifique. Et donc, montrer cette singularité et permettre que cette singularité-là s'exprime et se montre. Mais deuxièmement, une fois qu'on a montré que l'antisémitisme est en fait une réalité profonde, l'islamophobie l'est, la christianophobie l'est, arriver maintenant à l'universalité de ces phobies. Montrer que toutes ensemble, elles ont des causes communes très profondes. C'est cette dialectique-là de réussir à faire en sorte que chaque phobie soit identifiée dans sa singularité. Déconstruire cette phobie, montrer d'où elle vient, pourquoi elle est née. Mais ensuite, dire que toutes ces phobies sont liées par les mêmes causes profondes. Ça, c'est notre arme qui est très importante. Mais prenons par exemple juste l'islamophobie actuelle. On en parle beaucoup. J'ai fait moi-même quelques rapports sur la question. Mais d'où vient l'islamophobie contemporaine? Elle vient d'un certain nombre de causes. La première, je l'ai dit tout à l'heure, l'islamophobie a une profondeur historique comme la christianophobie, comme l'antisémitisme. Ça vient de loin. C'est dès la naissance de l'islam au 7e siècle, dès qu'il y a eu le contact entre l'islam et d'autres religions, que la tension identitaire entre l'islam et les autres religions a été instrumentalisée et on a diabolisé l'islam. On a décrit le prophète comme quelqu'un de spécial, d'une manière extrêmement violente, les musulmans de telle manière. Tous les mots que nous retrouvons actuellement, on peut les retrouver dès le 9e, 8e siècle. Mais contemporain, actuellement, ce qui caractérise l'une des causes de l'islamophobie, il y a d'abord la cause politique. Rappelez-vous que c'est lorsque il y a eu les attentats du 11 septembre 2011 que l'islamophobie est née comme théorie conceptualisée. C'est à partir de là que les hommes politiques comme Berlusconi ont dit, voilà, ceux qui ont fait les attentats de New York sont différents de nous, nous sommes supérieurs. Des hommes politiques. Mais ce que Berlusconi disait, il recirculait une vieille idée qui vient du fin fond de sa culture. Mais la deuxième cause profonde de ce qu'on appelle l'islamophobie contemporaine, c'est l'utilisation par des groupes musulmans de la violence comme arme politique. C'est-à-dire le fait
de penser qu'en utilisant la violence politique, on peut promouvoir une religion. Et le faire de manière totalement opposée aux principes et aux valeurs profondes de l'islam, mais la réalité profonde, elle est là. C'est que dans le combat colonial, dans le combat contre les dominations, toutes les religions ont fait l'objet d'une utilisation par les combattants pour la liberté, pour la démocratie, etc. Mais ce combat a pu faire l'objet dans certains pays d'une forme de radicalisation. Et donc là aussi, c'est une cause, une des causes contemporaines. L'autre cause de ce qu'on peut appeler l'islamophobie actuelle, c'est ce que j'appelle moi la crise identitaire en Occident. Il y a en Occident actuellement une crise identitaire qui vient du fait que les vieilles identités nationales en Occident, l'identité française, allemande, anglaise, suédoise, qui sont le reflet des États-nations, des vieilles nations, et qui ont été légitimement construites dans la durée, ces vieilles identités nationales qu'on a conceptualisées, inscrites dans le marbre des constitutions, enseignées dans les écoles, inscrites dans le paysage des villes, par le nom des rues, les statuts, les fêtes, ces vieilles identités nationales ne sont plus conformes aux dynamiques multiculturelles des sociétés. C'est-à-dire que ces vieilles identités nationales ont souvent été construites sur la base de critères religieux, christianisme, racial, blanc ou autre, culturel, qui à l'époque avaient un sens, mais qui ne sont plus conformes aux dynamiques multiculturelles des sociétés. Et c'est la tension entre ces vieilles identités nationales qui sont gérées par l'élite intellectuelle et politique et les dynamiques multiculturelles des sociétés qui créent la crise identitaire. Et la traduction de ça, c'est que les institutions dans les pays occidentaux reflètent les vieilles identités nationales, mais ne reflètent pas les dynamiques multiculturelles. On le voit dans le Parlement français, on le voit dans les lieux de pouvoir, dans les conseils d'administration et des économies, on le voit dans certaines mairies, particulièrement des vôtres, monsieur le maire, etc. Et donc, il y a une crise identitaire. Mais ce que signifie cette crise identitaire, pour avancer dans la réflexion, parce que c'est ce qui est intéressant pour moi, c'est d'échanger des idées et qu'on essaie de clarifier et d'avancer. Ce qui est intéressant, c'est de reconnaître que ce qui est en train de se passer, dans le contexte dans lequel il y a la montée de l'islamophobie, mais aussi le retour de l'antisémitisme, parce que c'est un retour. L'antisémitisme est plus ancien que l'islamophobie, et une montée de la christianophobie dans certaines sociétés, c'est que nous assistons à l'accouchement de nouvelles identités. Il y a de nouvelles identités plurielles, multiculturelles qui sont en train de naître. Et tous les accouchements sont douloureux. Nous sommes dans le contexte de cet accouchement douloureux maintenant. Il y a l'émergence de nouvelles identités qui sont dues au fait que les sociétés sont multiculturelles et que la rue française n'est pas le Parlement français. Et donc, cette tension-là, cette nouvelle identité qui surgit, effectivement, est un moment de douleur et qui est exploité, justement utilisé, instrumentalisé par le politique. Donc, déconstruire cela, c'est se dire que peut-être l'approche la plus importante, c'est de dire, c'est d'assumer, d'amener les sociétés à assumer leur pluralité, à assumer le fait que toutes les sociétés sont le résultat de grandes dynamiques historiques et géographiques, comme la colonisation. La colonisation, c'est quoi? Tu vas aller dominer quelqu'un, un pays lointain, l'Afrique, l'Algérie, l'Indochine ou les Indiens d'Amérique, mais quand tu les domines, tu les amènes chez toi. Quand tu les domines pour leur imposer ta vision culturelle, religieuse ou autre, tu les amènes par l'économie et par les autres chez toi. Et donc, la colonisation est une dynamique de communication et de transformation. Et donc, et ensuite, la mondialisation actuelle. Toutes ces dynamiques font que toutes les sociétés du monde, et notamment les sociétés occidentales, sont des sociétés profondément plurielles. Ce à quoi je veux venir comme quatrième proposition, c'est qu'il faut se battre pour accepter le multiculturalisme des sociétés. Mais que signifie ce multiculturalisme? Et ça, c'est un rapport, monsieur le maire, une proposition pour lutter contre les phobies. Parce qu'il y a quelques mois, vous vous rappelez, Sarkozy, Mme Merkel, M. Cameron, l'anglais, ont décrété, ils sont réveillés un matin, on dit, le multiculturalisme a échoué. Mais ça ne peut pas échouer. Parce que le multiculturalisme veut dire simplement une société multiple.
ne peut pas échouer. Il y a des musulmans, des chrétiens, des juifs. Elles n'échouent pas, c'est un fait. C'est eux qui ont échoué, qui n'ont pas su que faire de cette diversité. Et donc, reconnaître que les sociétés sont multiculturelles signifie deux choses. Que l'une des réponses à la montée des phobies, que nous reconnaissons tous, mais qui sont toutes égales, c'est de reconnaître que, de tout faire pour que les singularités des communautés religieuses, ethniques ou culturelles, musulmanes, chrétiennes, juives, cette singularité soit reconnue comme une fleur dans un jardin, soit reconnue dans leur spécificité. Le judaïsme est une réalité profonde, historique profonde. L'islam et les musulmans le sont. Le christianisme l'est, les noirs, les blancs, les jaunes, etc. Le reconnaître et permettre à chaque fleur, à chaque communauté de se développer. Mais la deuxième pilier important, c'est de faire les interactions entre ces différentes singularités. Parce que si vous laissez dans une société multiculturelle, chaque singularité, chaque communauté vivre simplement dans sa singularité, vous les enfermez dans des ghettos, dans des identités ghettos. Et le défi, c'est à la fois de dire la communauté musulmane et les musulmans, la communauté juive et les juifs, la communauté chrétienne et les chrétiens, et il faut que les chrétiens aient leurs églises, les musulmans leurs mosquées, les juifs leurs synagogues, mais comme elles vivent toutes ensemble, on va développer des politiques pour que, au-delà de cette singularité, qu'il y ait des interactions de l'universel. C'est cette tension-là que peu d'hommes politiques et peu de sociétés ont réussi. Parce qu'elles n'ont pas pu faire peut-être décrypter l'analyse d'une manière absolument approfondie. Alors, 2 ou 3 points et je conclue, avant que M. le maire me parte. Le deuxième idée que je suggère, et qui est vraiment, à mon avis, essentielle, c'est que nous vivons quand même depuis une dizaine d'années, depuis le 11 septembre 2001, mais de plus en plus, la scène française le montre, avec un certain nombre de partis, à l'instrumentalisation idéologique du religieux ou de l'ethnie. Et il faut désamorcer cette instrumentalisation religieuse de l'ethnie ou de religieux. Et comment le faire? Alors, ce que je propose, c'est que par exemple, c'est la question du dialogue interreligieux, qui est absolument centrale. Il faut quitter de la théologie à l'éthique. Le dialogue interreligieux a échoué jusqu'à maintenant, islam, christianisme, judaïsme, parce qu'il s'est confiné sur le plan théologique. Or, la théologie, qu'est-ce que c'est? La théologie, c'est le message fondamental de chaque religion. C'est ce qui fait que l'islam, la parole du prophète est ce qu'elle est. Le message du judaïsme est ce qu'il est. Le message du Christ est ce qu'il est. Ça, c'est la théologie. La seule chose que nous devons faire, c'est de connaître cette théologie et de la respecter. Et de laisser chaque religion vivre sa théologie. Mais déplacer le débat à l'éthique. L'éthique, ce sont les valeurs communes. Parce que l'histoire de l'humanité montre que derrière la singularité des religions, christianisme, judaïsme, etc., elles ont toutes développé, quand vous allez au fond de chacune, des valeurs communes. Et ces valeurs sont les valeurs universelles, nous les connaissons. Les valeurs d'amour, de non-discrimination, de refus de la violence, de solidarité. Toutes ces valeurs, on les retrouve dans toutes les religions. Et donc, déplacer le débat de la théologie à l'éthique, c'est déplacer le débat du débat théologique à la promotion des valeurs communes. Amener dans chaque société, dans chaque ville, dans chaque commune, à ce que les religions ensemble reconnaissent ces valeurs communes, les reconnaissent d'abord, ces valeurs communes, et les pratiquent ensemble, les pratiquent ensemble. Donc ça c'est une piste, monsieur le maire, qui est très importante. Déplacer le débat de la théologie, qui doit être respectée, connue, connaissance réciproque de la théologie chrétienne, musulmane, judaïque, parce qu'elles ne se connaissent pas fondamentalement. Vers maintenant dans la société, la reconnaissance que ces religions ont des valeurs communes et promouvoir la mise en pratique de ces valeurs communes par les religions ensemble. La deuxième idée que je suggère aussi, pour désamorcer les phobies, c'est
de passer justement de l'idéologie dans laquelle on veut nous enfermer. Les idéologues enferment toujours, simplifient. L'islam c'est ça, le christianisme c'est ça, et les définissent et créent un champ clos de conflit. Je propose donc de partir de l'idéologie aux droits de l'homme. Il faut revenir aux droits de l'homme pour désamorcer les phobies. On ne désamorce pas la phobie par simplement le discours moral. Il faut revenir aux grands acquis des droits de l'homme. Et les acquis des droits de l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est la liberté de religion. La liberté de religion qui a fait l'objet d'un instrument international que tous les pays chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes ont adopté ensemble au niveau des Nations Unies. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international sur les droits civils et politiques ont été élaborés par tous ces pays ensemble. Et il y a dedans la liberté de religion. La liberté de religion qui veut dire que chaque religion doit avoir le droit et la possibilité, protégée par la loi, de s'exprimer dans sa singularité, dans son message théologique et dans ses expressions culturelles, dans le respect de l'ensemble national dans lequel ces religions se trouvent. Donc, liberté de religion et laïcité, c'est la grande tension française. J'étais l'autre jour dans un débat avec mon ami donc Jean Boubourou, qui est le grand théoricien de la laïcité, invité par un débat sur la francophonie, et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Que si la laïcité dans sa profondeur est appliquée, c'est-à-dire accepter ce progrès considérable de séparation de l'Église et de l'État, de la religion et de l'État, qui implique que l'État est neutre par rapport à toutes les religions. Mais que l'État, à cause de son engagement en matière des droits de l'homme, notamment de la liberté de religion, doit donner à toutes les religions le même statut, la même protection. Donc, appliquer les droits de l'homme. Il faut appliquer les droits de l'homme. Alors, la troisième idée, et je vais conclure, monsieur le maire, rapidement, c'est qu'il est très important de partir aussi de cette idée que ce dont nous parlons, comme je l'ai dit, c'est une construction intellectuelle. Mais que cette construction intellectuelle, on ne la désamorce pas seulement en disant ce n'est pas bon, c'est mal, ce n'est pas correct de détester le musulman, ou de détester le juif ou le chrétien. Et c'est là que moi je propose deux stratégies que j'ai mises dans tous mes rapports à l'ONU. Les deux stratégies, la première stratégie c'est la stratégie politique et juridique contre les phobies. La stratégie politique, c'est ce que M. le maire a monté aujourd'hui, la volonté politique. Volonté politique, qui manque la plupart du temps. Et la stratégie juridique, c'est l'inscription dans la loi, le droit et la justice de tout ce qui est discrimination à l'égard d'une religion ou des pratiquants d'une religion. Stratégie juridique. Combattre la phobie par le droit, la loi et la justice. C'est extrêmement important de le faire. Alors, ça c'est un point central, donc la stratégie juridique et politique. Mais on ne peut pas s'arrêter à ce niveau. Parce que ce dont nous parlons, l'antisémitisme, l'islamophobie comme la christianophobie, sont des icebergs. Ce que nous voyons à l'extérieur, les discriminations de logement, de travail, le harcèlement de la police, l'insulte, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Mais il y a des racines très profondes qui tiennent à la profondeur historique. Ça vient de loin. Mais des racines qui ont été intégrées dans l'imaginaire des gens. Et d'une manière tellement profonde que les gens pratiquent la phobie sans être conscients qu'ils sont en train de pratiquer la phobie, ou ils sont en train de proférer une parole raciste ou antisémite ou islamophobe. Et donc, il faut aller aux sources profondes de cette construction des phobies. Et donc, déconstruire une de ces sources profondes, ce sont, monsieur le maire, les constructions identitaires. Je reviens à ce point important. Et en France, l'un des grands défis de la France républicaine, vieille nation, vieille identité, c'est de savoir que le vieux costume identitaire français, tel qu'il a été construit à travers les siècles, il est en train de craqueler. Mais craqueler dans le bon sens, il est en train de muter, de se transformer, sous l'effet de la mondialisation, de l'immigration, de l'histoire, de la géographie. Et que donc, quelque chose de nouveau est en train de sortir,
qui est tout simplement une identité plurielle et multiculturelle. Et accompagner cette identité plurielle et multiculturelle. Et comment l'accompagner? C'est une de mes conclusions. L'accompagner nécessite deux pratiques, deux idées simples. La première, c'est que dans une société multiculturelle, dans une ville multiculturelle, multiethnique et multireligieuse, il faut promouvoir la connaissance réciproque. Promouvoir la connaissance réciproque. Les gens pensent qu'on se connaît, mais ce n'est pas vrai. Parce que chacun de nous, chaque communauté, est porteur de lunettes culturelles. Nous sommes tous porteurs de lunettes culturelles. Quand moi je regarde le maire blanc, moi je le regarde avec peut-être des sentiments de sympathie. Mais je suis moi-même chargé d'une histoire. Je viens d'une société. Nous sommes tous, il faut en être conscient, porteurs de lunettes culturelles qui sont très profondes, qui font que nous ne nous connaissons pas. Et donc la promotion de la connaissance réciproque. Faire en sorte que le chrétien connaisse mieux le musulman connaisse mieux le juif, le noir, le blanc, le juif, etc. Le promouvoir d'une manière rigoureuse et vigilante par l'école, le média, l'habitat. Ne pas enfermer dans des ghettos, mais mélanger. Promouvoir, je reviens sur cette idée, la connaissance réciproque. Se connaître. Et se connaître veut dire se connaître sur le plan esthétique. C'est aller manger du couscous, manger du couscous, ou la choucroute. Mais ça veut dire aussi l'éthique, connaissance des valeurs du musulman ou du juif, ces valeurs qui ne sont pas seulement l'esthétique. Et le spirituel, dans les trois niveaux, l'esthétique, l'éthique et le spirituel. Et enfin, dernière idée, au-delà de la connaissance réciproque, et c'est le défi le plus important, promouvoir les interactions. C'est-à-dire que si on se limite à la connaissance, promouvoir des connaissances réciproques, on peut enfermer les communautés dans les ghettos. Et on peut nourrir les phobies, parce qu'il y a ces lunettes-là. Et on peut créer des sociétés, dans certains, où j'ai fait des enquêtes pour l'ONU, où il n'y a pas de discrimination. Mais chaque communauté vit de manière séparée, égaux, sans discrimination, mais côte à côte, sans se connaître. Et donc le grand défi, monsieur le maire, vous le connaissez, vous le pratiquez, c'est comment promouvoir les interactions. Interactions qui ne dissouent pas les singularités. Comment promouvoir les interactions? Par des politiques d'habitat, par l'éducation, par les médias, par la vie en conscience. C'est le grand défi. Donc ces deux tensions sont peut-être le pilier pour arriver à ce qu'on appelle le vivre ensemble. Alors je conclus en donnant un proverbe africain que madame ici présente m'a rappelé, parce que je le répète toujours. On s'est rencontré à l'UNESCO il y a 10, 20 ans, je ne sais pas. Il y a un proverbe africain qui traduit tout cela d'une manière... Vous savez que les proverbes africains sont d'une richesse, d'une clarté, d'une profondeur extraordinaire. Ce proverbe africain dit ceci: dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, leurs racines s'embrassent. Les branches des arbres, c'est la diversité. Les branches, ce qui est visible, extérieur. C'est le juif, le musulman, le machin, le vert, le jaune, etc. Ce qu'on voit. Elles peuvent se quereller à cause du contexte idéologique, du vent, etc. Les branches se querellent. Et on sait que la solution n'est pas de couper les branches. Si vous coupez les branches, vous tuez l'arbre. L'arbre, c'est la solution. Donc, il faut faire en sorte que les branches, chacune, regagne sa vigueur et sa force. Et pour le faire, il faut aller aux racines qui s'embrassent. Les racines qui s'embrassent, ce sont les valeurs universelles que partagent toutes les religions, qui, elles, ne sont pas visibles immédiatement. Retrouver ces racines qui s'embrassent, toutes les valeurs qui sont dans toutes les religions du monde, mais qui sont profondément au niveau des inconscients et des cultures profondes, les faire monter. Et le défi, c'est le tronc. Le tronc, c'est la société. C'est comment faire en sorte que ces valeurs-là qui s'embrassent, je dis bien, c'est l'interaction, les faire monter dans le tronc. C'est ce que le proverbe africain dit, par l'éducation, la communication, l'habitat, l'art, tout ce qu'on veut, qu'elle monte et faire en sorte que chaque branche reste branche. Mais l'image de la proverbe, les branches sont toujours liées à l'arbre, au même tronc qui est le tronc de la société. Et on revient à cette vieille dialectique de l'unité et de la diversité. Donc, le thème que vous avez proposé, je conclus, est un thème absolument central, universel. Toutes les sociétés se posent la question. Mais ce thème reflète simplement
le fait que nous sommes dans un contexte, et c'est ma conclusion finale, où nous parlons actuellement, quand vous lisez les journaux, c'est ce travail-là, monsieur le maire, que nous faisons avec Edgar Morin, dans l'Institut international de politique de civilisation. Actuellement, vous lisez la presse, on vous dit aujourd'hui, il y a une crise financière, demain, une crise économique, hier, une crise écologique, avant-hier, une crise. Mais quand toutes les crises se présentent en même temps, on n'est pas dans une situation de crise, mais de mutation. Nous sommes, c'est comme dans un corps humain, quand il y a le mal de tête qui est conjugué au mal de cœur, au mal du doigt, à l'estomac, on ne peut pas dire on va soigner seulement le doigt ou le cœur. Et on arriverait à cette conclusion du médecin Maldevu que le malade est mort guéri. Il faut traiter tous ensemble. Et donc, accepter le fait que ce à quoi nous sommes en train de vivre, c'est une mutation très profonde, où le financier, l'économique sont liés à l'éthique. La crise financière dont on parle n'est pas seulement une crise financière de monétaire. Il y a une crise de valeur derrière. La crise environnementale n'est pas seulement une crise de violation de la nature. Nous sommes en train, avec Edgar Morin, de créer le tribunal de la nature. On est en train de mettre sur pied ce tribunal. La crise éducative n'est pas seulement une crise de l'école. Et donc, avoir une vision holistique, globale, où dans une société vous liez, comme vous le faites sans doute ici, toutes ces crises ensemble, c'est précisément accepter l'idée que nous sommes dans une politique de mutation et que fondamentalement, les phobies que nous sommes en train de vivre sont des étapes, sont des révélateurs. C'est comme la fièvre dans un corps. C'est la fièvre qui permet de diagnostiquer le mal et donc de le traiter. Donc voilà quelques idées que j'ai voulu partager avec vous et vous dire simplement que je n'étais pas venu pour donner des réponses finales, mais partager avec vous ce que j'ai appris ailleurs et aider à arriver à cette notion fondamentale que quand nous parlons de phobie, on ne peut pas seulement se limiter à l'image qu'on voit dans la presse universelle, mais on voit des lieux comme Annemasse, des lieux comme Perpignan, où j'ai enseigné pendant quelques années à l'université de tourisme culturel, où au moment du Ramadan, le prêtre de Perpignan invite les musulmans à venir faire le l'iftar, couper le Ramadan dans l'église. Donc, je veux dire qu'au niveau local, c'est au niveau local. Il faut penser les phobies de manière universelle, mais les traiter localement. C'est quand on part de là, du local à l'universel, qu'on peut arriver.